Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Rugby. Vous l'avez vu, aujourd'hui, ça nous manque encore un soldat. Ce soldat, c'est Cavo. On ne dira pas pourquoi il n'est pas présent aujourd'hui. En tout cas, dans les commentaires, tous nos amis là, laissez une petite phrase sur comment vous l'avez trouvé ce vendredi soir à Musilac, dans quel état il était, est-ce qu'il était fatigué, pas fatigué, parce qu'en tout cas ce matin, il s'est pas pointé au bureau. Non. Et aucun message. Je sais pas s'il a envie. Ouais, clairement, si j'étais son patron, je serais un peu en colère. Mais je ne le suis pas, donc j'espère juste qu'il va bien. Cavo, si tu nous regardes, s'il te plaît frérot, dors bien, repose-toi bien et surtout continue bien ton week-end de 4 jours un peu festif. Nous, on se retrouve pour débriefer France-Australie, parce qu'on sort du match. Le match, c'était du coup il y a 2 heures. On vient de le regarder et on a envie d'en parler parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Mais avant tout, Carrément. il faut que tu dises bonjour, Max. Oui, je dis bonjour. Voilà. Bonjour les gens. Voilà, bonjour les gens. Et non, on attaque. J'ai mis une pièce à Pierrot parce qu'il nous laisse jamais dire bonjour. Alors. Ouais, mais moi je suis pas dans la politesse, je suis dans le procédurier. C'est on lance la caméra, on débrief et puis c'est parti. Ce match France-Australie, du coup, score final, Je l'ai, le score final, 26-42. 26-42, parce qu'il y a eu des points, du coup c'était un peu dur à suivre. On va vous faire un peu tout le déroulé du match, le débrief du match. Nos tops et nos flops, on va se focaliser surtout sur les joueurs français, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Et il y a eu beaucoup de tests aujourd'hui, des mecs qui sont revenus en sélection après des longs temps d'absence, tout ça, donc faut en parler. On va faire une petite rubrique. Cette rubrique, à la fin de l'émission, on va l'appeler le Samaran du fou. Donc on va vous parler d'un truc sur le match qui nous a particulièrement mis en colère, enfin notamment moi. Je l'ai pas encore trouvé moi perso. Ah ben moi je l'ai. Vous allez voir, normalement ça va vous plaire. Et en dernier, on fera une petite rubrique, le courrier des vestiaires. On va vous demander de nous poser une petite question qu'on répondra dans l'épisode suivant. La question, le thème vraiment, il est libre. Même si vous voulez ne pas nous parler de rugby, ça nous fait plaisir. Par exemple, de la coupe de cheveux de Cavoret. La coupe de cheveux de Cavoret, après c'est relativement simple. C'est simple. Facile à débriefer, hein. Disons qu'il n'y a pas d'épi sur sa tête. Non. Contrairement à moi. On part sur ce débrief du match, mon gros. Est-ce que déjà tu veux en parler de tes premières impressions sur ce match ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, un match intéressant, un match où on a subi et où on a dominé, donc ça j'ai trouvé intéressant de voir aussi les réactions en fonction de justement des situations un peu où on était dominant, un peu où on était dominante. Dominé, ouais. Mais non, globalement un gros match. On a aussi vu l'apport quand même des finalistes, notamment devant, je pense les deux changements qu'on vraiment apporté dans la dimension physique. On a un peu moins subi devant, à part ceux de la 20e à la 40e où on a eu notre gros temps faible, notre gros temps faible du match. Ouais. Et après, on a enfin pu voir l'association Ntamak Jalibert, je pense qu'on y reviendra. Mais, on en reviendra un petit peu, peut-être quand on parlera des tops et des flops. Qui a été intéressante quand même, malgré tout. Mais voilà, globalement, non, un match où l'apport du banc français aussi a pesé. C'est un peu ce qui a déclenché la victoire de la France, je pense. Comme je te l'avais dit en direct, mais... Ouais, complètement. Voilà. Et toi, mon Pierrot, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'ai vraiment apprécié regarder ce match, parce que c'est déjà le deuxième match de l'équipe de France dans ce championnat des nations, où on prend du plaisir. Enfin, là, c'était quand même un match où il y a eu beaucoup de rythme, il y a eu des longues séquences, notamment 2 fin de première et une milieu de deuxième, où vraiment, ça sentait le chaos, mais c'était des équipes qui se livraient, qui avaient faim de jeu, mais qui faisaient pas non plus n'importe quoi. Donc, c'était un bon match de niveau international. J'ai hâte qu'on affronte vraiment ces Sud-Africains ou alors une nation qui vient avec l'envie de un peu plus fermer le jeu, voir comment on répond, si on est bien dans notre stratégie, aussi, si on arrive à le garder ouvert, si on arrive en gros à imposer notre style de jeu, notre rythme. On a vu que là dans le match on avait eu du mal à le faire sur 80 minutes, on a subi un peu le rythme des Australiens sur la fin de première, mais moi j'ai hâte de voir cette équipe de France dans des échéances plus importantes et où l'enjeu est plus grand. Et en plus aujourd'hui on jouait ces Australiens avec une équipe de France où il y avait encore des tests, C'était pas l'équipe de France avec laquelle on a gagné le 6 Nations. Il y a eu des renforts, mais il y a eu aussi beaucoup de joueurs qui ont peu de sélection, qui ont dû assumer un gros rôle, et c'est ça qui était plutôt intéressant. Mais tu vois, je trouve que depuis 2-3 ans, on disait beaucoup le niveau international, il s'était un peu fermé, le jeu un peu fermé, beaucoup de jeux au pied, etc. Et là, j'ai l'impression que ça repart quand même vers du jeu un peu plus ouvert. Je trouve que, moi, en tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder les matchs maintenant qu'il y a 2-3 ans, honnêtement. Tu vois, bon, après, il y a peut-être pas aussi
la même importance, mine de rien, que le tournoi destination, par exemple, où le jeu est sûrement un peu plus fermé, mais tu vois, des équipes, mine de rien, comme les Anglais qui ferment beaucoup le jeu, bah là, on en voit moins. Tu sens aussi que c'est une compétition qui a moins d'importance en termes de palmarès ou même de vécu. C'est moins objectif pour les sélections, mais par contre, c'est peut-être une compétition où les sélections, elles veulent tester des choses. Donc tu vois là des lancements et tout est-ce que tu vois par exemple est-ce que l'association Ntamak Jalibert en 10-15 on l'aurait testé dans un match de 6 nations? Est-ce qu'on n'aurait pas été plus conservateur? On sait pas. Mais voilà. Du coup, le déroulé du match. Le match, il attaque et grosse entame de la part de nos Français en termes de rythme. On était très bien dans les collisions, notamment sur ces 7 premières minutes, où on a eu des séquences où là, on a senti justement que la semaine dernière, ça nous manquait d'un Meafou, ça nous manquait d'un Movaka, ça nous manquait même d'un Leninouchi, qu'on en reviendra, on en parlera un peu plus tard. Mais tous ces joueurs qui ont eu un peu plus de confort à porter le ballon, ils nous ont fait du bien dans notre système, quoi. Ouais, puis on débute sur un coup d'envoi récupéré par Grandidier aussi. Donc directement, on a le ballon chez eux, donc ce qui permet aussi de lancer cette action, comme tu l'as dit, après, où on a été capable de dominer directement, quoi. Mais c'est vrai que les 10 premières minutes, elles sont positives, mais comme on l'a fait un peu contre les Blacks aussi, où on a toujours attaqué. En vrai, c'est un peu la première mi-temps, c'est un peu la même que contre les Blacks, je trouve, dans le scénario. Où on domine au début et après on subit malheureusement un peu sur la fin de mi-temps. Tu sens qu'une fois qu'on a passé notre premier effort, on a du mal à ne pas subir ce temps faible. Mais en tout cas, cette entame de match, tu vois, dans notre système où en gros, vraiment, l'équipe de France, maintenant, elle prend très peu de profondeur sur ses relances de jeu, sur ses avants qu'elle fait jouer après le 9, notamment, beaucoup. On a très peu d'avant après le 10, mais là, après le 9, on prend très peu de profondeur parce qu'on veut pas perdre cette ligne d'avantage. Mais du coup, contre les Blacks, on avait vraiment subi les collisions. Donc, on avait du mal à générer vraiment des rucks rapides. Là, en début du match, contre les Australiens, on le fait plutôt bien parce que des Meafou, c'est important, parce que des Nouchi, c'est important. Enfin, là, il a trouvé son importance. Même Verag, dans ce rôle de 4, il a bonifié les ballons qu'il a touchés, notamment en zone offensive, et ça nous a permis du coup de marquer ce premier essai très tôt dans la partie et de prendre le score. S'ensuit après une période où les Australiens reviennent un petit peu. Moi, quand on regarde les matchs, je t'en ai parlé, il y a 2 décisions qui me paraissent un peu dures pour l'équipe de France, qui créent le momentum positif pour les Australiens, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, l'Australie investit le camp et se retrouve à faire des bonnes séquences dans notre camp. Et là, du coup, carton jaune contre Meafou, qui nous embarque un petit peu sur cette fin de première dans ce temps un peu faible, quoi. Ouais, carrément. Après, je pense que les Australiens, ils ont fait aussi ce qu'il fallait sur cette deuxième partie de mi-temps, mine de rien. Je les ai trouvés vraiment intéressants dans nos 22 quand ils étaient en zone de marque, dans un jeu très simple mais performant, là où ils performaient en tout cas dans ce style de jeu là, sans trop de passes, dans des duels proches, mais où ils arrivaient à avancer. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils sont rentrés, ils ont ils ont pas mal marqué. C'était un peu cette équipe d'Australie, elle est un peu sur courant alternatif, elle est capable du bon comme du moins bon. Des fois, elle a des passages trous d'air dans les matchs, et des fois, elle arrive sur des performances à faire des matchs de très très haut niveau. On pense notamment à ce dernier Four Nations où ils vont gagner, ils mettent 40 points aux Sud-Africains chez eux. C'est une équipe qui est un peu comme ça. Et là, sur cette fin de première, moi, je trouvais que l'Australie, elle était bien dans ses formes de jeu, c'est-à-dire qu'elle avait un jeu loin des lignes où ils étaient assez sur du rugby à l'australienne, à passer beaucoup dans le dos, avoir des centres qui étaient Lenny Kitao et Joseph Suali. Je sais pas si on fait vraiment meilleure paire de centres sur la planète aujourd'hui, parce que ils arrivaient à générer beaucoup de jeux derrière ces cellules d'avant, loin des lignes. Par contre, quand ils arrivaient proche des lignes, ils réduisaient un peu le jeu, ils capitalisaient un petit peu sur ces deuxième lignes et troisième lignes qui faisaient vraiment du bon boulot, je trouvais. Et du coup, ils généraient moins de passes, mais ils étaient vraiment sur du jeu plus direct, comme tu disais, mais où ils perdaient pas de ballon. Alors qu'avant, peut-être qu'ils avaient un réflexe inverse, quoi. Ils auraient fait la passe de trop. Ou vraiment, ils seraient restés plus proches de leur identité, qui marche bien quand ils sont loin des lignes, mais proches des lignes, des fois, il manquait un peu de réalisme, un peu de pragmatisme, et sur cette fin de première, ils étaient clairement dans le film, tu vois. Mais notre paire de centres, je trouve, a souffert quand même de cette comparaison en première mi-temps, notamment entre la 20 et la 40e. Il y a eu pas mal de plaquages ratés, Broboari, tout ça. Et j'ai trouvé qu'ils ont souffert en tout cas de la 20e et de la 40.
sur cet aspect du jeu de là où un peu moins sûr défensivement, un peu moins sûr défensivement, des plaquages un peu lâchés. Famir Bourborik qui sur sa fin de première, on l'a pas retrouvé dans sa sérénité qu'il a amené face au All Black, mais moi je pense vraiment que c'est par rapport à la qualité des opposants. Oui, aussi, oui. Ouais, bien sûr. Parce que ils sont dangereux. Lenny Kitao, il sort d'une saison en première chip où vraiment il a marché sur l'eau, et Joseph Suali, c'est vraiment le 13 d'avenir du niveau mondial. Enfin, c'est vraiment des gros prospects, quoi. Le carton jaune de Meafou, jaune, rouge. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'aurais été peut-être un peu plus sévère. Franchement, dans la règle, je pense que c'est jaune parce que de toute façon, ils connaissent la règle et ils font ce qu'ils font. Mais moi, j'aime pas trop ces trucs de circonstances atténuantes, etc. Là. En fait, là, le truc, c'est que la circonstance atténuante, c'est le fait que, paradoxalement, par rapport à ce contact, il subit. Ouais, heureusement. Il subit. Là, le contact, si juste il tombe pas, ou il y a un choc qui est un peu neutre, où les deux joueurs restent contre à contre, je pense qu'on peut prendre rouge. Parce que Rob Valentini, il est vraiment dans son action de duel. Il a une attitude bizarre quand même au contact, un peu avec l'épaule, tu sais, vraiment. Je sais pas, vraiment en avant. Ouais. L'image, ça rendait un peu bizarre en tout cas ce duel-là. Mais, si elle avait été jugée rouge, ça aurait pas été un scandale. Ça aurait pas été un scandale. Ça aurait été dur, mais pas un scandale. Oui. Et du coup, il y aurait un autre film de match qui serait arrivé parce que Meafou, dans ce début du match, il a été ultra important pour générer de l'avancée. Et son carton jaune nous fait du mal et nous balance dans toute cette fin de première mi-temps où vraiment on en chie et on tourne à la mi-temps à 21-12 contre nous. Et c'est normal. Oui, on se prend un essai sur Maul ou peut-être s'il y a Meafou, on sait qu'en défense de Maul, c'est important, quoi, mais on peut pas savoir s'il avait été là, mais c'est sûr qu'en tout cas ça nous a fait défaut, et du coup c'est normal que les Australiens aient marqué sur cette fin de première mi-temps, carrément. Ouais, complètement. Et moi, là où avant ce temps faible, je t'avais dit, je pense que là les Australiens ils vont vite péter parce qu'on était vraiment dominants sur beaucoup de secteurs du jeu. Au final, ils ont bien redressé la barre et on voit qu'au niveau international, les cartons jaunes, au-delà de l'infériorité numérique, l'infériorité numérique c'est toujours chiant, mais c'est gérable de jouer à 14-75. Mais par contre, généralement, ça te balance une possession chez toi, une possession haute pour l'adversaire qu'il faut défendre. Et généralement, quand tu encaisses vite 7 points au début d'un carton, plus après, tu as encore 10 minutes à gérer en infériorité numérique, ça peut être long et généralement, ça crée des gros momentum négatifs. Et là, c'est ce qui nous a. C'est ce que ça a fait pour nous. Du coup, mi-temps, sur le score de 21-12. Et on revient des vestiaires, et là, on bascule dans le gros temps fort pour l'équipe de France. Ouais, il y a eu quand même une entame moyenne de la France. 5 premières minutes compliquées, moi, j'ai trouvé quand même. Où notamment, on se prend une pénalité, là, sur de Luc... on met une pénalité. On marque direct. On marque direct. On reprend, il y a une pénalité qu'on prend les points direct face au poteau, 40 mètres en face. Et ensuite, à -6. Et ensuite, on bascule dans des séquences où, première mi-temps, on avait peut-être un peu de mal sur cette fin de première. On a été un peu contesté en touche. On a eu beaucoup de problèmes en mêlée fermée. On y reviendra aussi quand on parlera des flops. Mais fin de première mi-temps, notre conquête, elle allait pas très bien. Du coup, on avait du mal à générer des ballons hauts. Et ça, c'était un problème. Et après, du on coup, a eu des ballons compliqués, mais on n'a jamais réellement été contrés en touche, notamment. Ils étaient tout le temps dans les zones. Non, mais ça n'a pas été une rampe de lancement prépondérante. Et en mêlée, on en a chié. Et du coup, pour générer des ballons, des possessions hautes, on en était remis au jeu au pied de pression. Et au turnover, c'est deux choses sur lesquelles on a plutôt bien géré. D'ailleurs, avant, on critiquait les jeux au pied haute pression comme étant un point faible de l'équipe de France. Aujourd'hui, maintenant, ça devient... Ouais, en même temps, on avait peut-être les deux ailiers français les meilleurs sous les ballons hauts, je pense. Mais oui. Mais dans ce match, ça nous a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Et du coup, début de deuxième, où on fait un coaching très tôt. On fait un coaching même avant la 50e. Notamment sur les deux premières lignes et la motte, et ça remet un peu de sang neuf. On se disait peut-être que c'est un peu tôt, mais du coup ça fait du bien, et notamment ça nous a fait du bien sur les mêlées fermées où c'était un peu plus stable. On était toujours un petit peu en difficulté, mais c'était un peu plus stable. Du coup on avait une rampe de lancement où on pouvait se rebaser dessus. En touche on a fait quelques ajustements, et notamment les Australiens nous ont défendu en bas 2-3 fois, chose qu'ils n'avaient pas fait de première mi-temps, et du coup on a eu plus de ballons qu'en fin première, et on a pu générer des occasions de score, et voilà quoi. On fait, c'est vraiment notre gros temps fort le début de deuxième. Ouais, et puis comme t'as dit, il y a eu des actions qui nous ont permis d'aller jouer chez eux. Je pense à Small là après le coup de renvoi. Oui, bien capté par Tixeron. Ouais, où on fait un maul qui rentre aussi avant la 50e. Qui rentre très tôt. Et on fait un maul, on avance de 20 mètres, je crois minimum. Ouais.
derrière ça joue, et Grand Didier, on peut marquer presque derrière encore, hein, mais oui, là il croque un peu. Ouais. Il croque un peu. Mais du coup, gros temps fort de l'équipe de France, et là on marque 3 essais sur la période. 3 essais à la 49, 52, 56, donc en 7 minutes quoi. En 7 minutes, on marque 3 essais, puis là on plie le match. Ouais. On plie le match parce que on a 3 occasions de marquer des points, de marquer des essais, on n'en rate pas une. Et du coup, en termes de réalisme, on est sur au-dessus. Et là où tu sentais que peut-être l'équipe de France, on a eu une fin de première période où on a fait le dos rond, mais on en avait encore sous le pied. Là, tu sens qu'après cette séquence, les Australiens, ils ont compris que le match était terminé pour eux. Notamment sur le deuxième essai, l'essai de Grand Didier sur la passe au pied de Jalibert. Et l'Australie se retrouve à 14. Ça, on en parlera aussi après. L'Australie se retrouve aussi à 14. Et c'est Tom Wright qui prend le carton jaune. Enfin, on n'est pas sûr, mais... ouais, bon, a priori, c'est lui. Et du coup, après, l'Australie a 10 minutes à gérer sans arrière, et ça, c'est quand même vraiment compliqué. Ouais, puis... Enfin, comme tu disais, là, on a eu des ballons dans leur camp, et puis du coup, dès qu'on a des ballons, on est beaucoup plus dangereux, à l'image de Jalibert et de Moefana qui, dans ce début de deuxième mi-temps, je trouve, ont pris plus d'importance dans le jeu français parce qu'on avait aussi des ballons. Moefana, il fait 2 franchissements où il se les fait tout seul, quoi. Donc c'est un peu la suite logique, quoi. Quand on a le ballon, de toute façon, offensivement, je pense qu'on est dangereux. Hein, ouais, tout à fait. Après, il y a un petit peu un statu quo, on va dire, à partir de la rentrée du carton jaune des Australiens à la 62e jusqu'à la 70e, où il se passe moins de choses dans le match. On rentre dans un match de gestion, je pense que le trou était fait, fallait juste le gérer, donc forcément... Les Français qui fermaient peut-être un petit peu le jeu. Et en défense, à ce moment-là, on a été solide. Il y a eu des séquences où les Australiens étaient sans solution. C'était presque triste à voir, quoi, parce qu'ils tentaient, mais sans vraiment trouver la brèche, quoi. Ouais, tout à fait. Après, rentrée de Gourg à la 71e minute. Un peu tard. Un peu tard pour nous. Un peu tard. C'est ce qu'on se disait en direct. On aurait aimé un peu un coaching plus tôt. Je pense qu'ils avaient à cœur de verrouiller le succès. Du coup, à mon avis, la rota prévue, elle était sur Moefana, donc ils ont repoussé peut-être un petit peu de 5 minutes. C'est dommage, parce que... quand on voit la rentrée qu'il fait derrière, en plus... il prend de l'expérience, mais bon, c'est toujours... Ces gestions des 3 quarts en équipe de France sur les rotations en fin de match, elles sont toujours dures à comprendre. Entre donner de l'expérience... Et gestion du match, des fois on a l'impression que les joueurs ils pourraient avoir 5 minutes de plus pour se montrer. Ce serait pas déconnant. Après du coup il fait une bonne entrée, il crée un franchissement et c'est Dati Sogbe qui amène au score final. Voilà un petit peu pour le déroulé du match. Il fait quelque chose de bien. On passe à nos tops et nos flops. Parce qu'on a envie de parler de joueurs, un petit peu d'individus. Je te lance, vas-y. Qui c'est que t'as envie de citer en premier ? Bon, je vais pas me mouiller beaucoup, mais je pense que Jalibert, il a encore marqué des points sur ce match. C'était un vrai test. C'était un vrai test dans un poste qu'il connaît pas trop malgré tout. Bon, il a joué un petit peu à l'UBB, mais pas tant que ça, je crois. Non. En début de carrière, un petit peu, mais sinon, depuis longtemps, non. Mais après, mine de rien, ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on voit que les duels défensifs en l'air, c'est les ailiers qui les font. Et ça, je trouve que c'est un point qui est important et qui est d'autant plus logique du coup d'amener à mettre Jalibert en 15, parce que c'est le seul entre guillemets point où il pourrait avoir un petit peu des difficultés peut-être encore, mais les duels aériens. Et du coup, vu qu'il en a moins à gérer, franchement, tous les feux sont ouverts pour le faire jouer 15, j'ai presque envie de dire. Après, on peut parler aussi de l'association avec Ntamak. Nous, ce qu'on s'était dit un peu en direct, c'est que on n'a pas trouvé une énorme synergie. Non. Disons qu'on n'a pas retrouvé la synergie qu'on avait trouvée sur l'association dans le 6 Nations entre Jalibert et Ramos. Où là vraiment tu sentais qu'il y avait 2 premiers attaquants presque. Il y avait 2 premiers attaquants. Ils se trouvaient bien dans le relais de un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est moi qui suis après les gros sur la relance de jeu et qui crée le décalage extérieur. Jalibert le faisait très bien en position on va dire de 13 un petit peu, et Ramos le faisait aussi bien. Là on a moins trouvé cette synergie. Peut-être que les situations s'y prêtaient moins. Puis il y a peut-être aussi un peu moins d'expérience. Tu vas me dire. À revoir. Disons que je pense qu'ils vont la remettre face au Japon.
Tu vois, cette association Ntamak-Jalibert. Oui, de toute façon, il n'y a pas derrière. Parce que c'est à revoir, mais sur ce match, on n'a pas trouvé qu'il y avait une énorme synergie. Disons que le match de Mathieu Jalibert, il est très réussi. Le match de Romain, c'est un bon match. Un propre, ouais. Est-ce que c'est un match où ça bouscule une hiérarchie qu'on a établie pendant le 6 Nations de Jalibert en 10, Ramos en 15 ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Ouais, Même si Romain fait un bon match. Mais par contre, c'est très bien de se dire... tu vois, même dans nos constructions de feuilles de match, on peut faire des 5-3 ou des 6-2, ou par exemple, t'as un Romain sur le banc, des choses comme ça, et tu peux avoir cette articulation à avoir Mathieu Jalibert qui bascule à l'arrière, tu vois, plutôt que de le faire sortir, si tu sens qu'il doit rester sur le terrain. Là, on a aussi une responsabilité du tir au but qui est partagée, là où avant on ne mettait pas d'autres buteurs que Thomas Ramos en bleu. Là, Max Tucu, même s'il a eu du déchet aujourd'hui, il assume la responsabilité d'être buteur de l'équipe de France sur 2 matchs, c'est bien. Tu vois, je pense que ce serait bien aussi contre le Japon qu'on essaye peut-être de faire buter Romain Ntamak. Tu vois, qui est en forme là-dessus. Qui est en forme là-dessus pour qu'il reprenne du rythme au niveau international sur les tirs au but. Je pense que c'est intéressant. Mathieu Jalibert, top du coup. Ah ouais, top. Je pense homme du match encore. Il y a peut-être il y a devant plus aussi. De discussions, il y a des mecs devant qui ont fait un bon match, mais en fait le truc c'est que dès qu'il touche un ballon, il génère quelque chose de différent. Il n'a pas été inquiété dans les ballons, mais tu le disais, en fait le truc c'est que maintenant quand il y a des jeux au pied hauts qui partent des couloirs, donc des zones des 15 mètres, souvent l'équipe de France fait décrocher un petit peu l'ailier qui est fermé, et Mathieu Jalibert est juste corbeille d'un ailier qui va au ballon. On l'a vu beaucoup de fois avec Atis Sogbe sur son aile dans les duels aériens face à Jorgensen, c'était lui qui reculait et qui essayait de claquer le ballon vers Mathieu Jalibert, et du coup on le protégeait un petit peu, et ça a été plutôt bien fait. Ça a été plutôt bien fait. Sogbe qui a pas perdu un duel aérien d'ailleurs. Qui a pas perdu un duel aérien. Disons que pour enchaîner, les tops, les 2 ailiers ça a été des tops. Moi je trouvais que soit Aaron Grandidier ou Théo Sogbe, les deux ont fait vraiment un bon match, notamment dans ce qu'on leur attendait, c'est le duel aérien. Aaron Grandidier, il a récupéré un nombre de ballons sur les duels aériens qui était vraiment impressionnant. 2 coups d'envoi, beaucoup de box kick. Théo Sogbe, c'est pareil, il a été sur tous les box kicks. Puis dans le jeu, même dans le jeu, à part une action où je revois au Grandidier, là, ce qu'on disait, où il traverse. Ouais, il manque peut-être un peu d'esprit finisseur. Il manque un peu d'esprit finisseur. En direct, on a eu l'impression qu'il pouvait faire mieux. Sogbe, dans le jeu, il a apporté. Et sur les serres refusées, où l'en avant de Jalibert, la 1-2, il va dans 5 mètres, il élimine 2 défenseurs. Ouais. Donc, non, c'est sûr qu'ils ont été intéressants. Après, ils ont eu des bons ballons aussi, je pense, tous les deux. Donc ça a forcément facilité, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Non mais vraiment, mais les deux ont marqué des points, et en fait le truc c'est que, tu vois là c'est un match où on était contesté en mêlée fermée, tu vois, on a eu du mal, on a été beaucoup sanctionné première mi-temps, on y reviendra, on a eu du mal un peu en touche, on n'a pas eu forcément que des ballons propres parce qu'ils sautaient bien dans les zones première mi-temps, et du coup quand t'as mêlé ta touche, t'as besoin d'avoir une rampe de lancement qui te génère des possessions dans le camp adverse. Et si t'as pas de mêlée, pas de touche, la 3e, en fait, c'est les jeux au pied haut. Les jeux au pied haut, ça devient une rampe de lancement au niveau international où te dire, si j'ai du mal à avoir mes conquêtes, pour aller toucher des possessions hautes, des possessions dans le camp adverse, il faut que je le fasse par le fait de gagner des duels aériens. Et en fait, du coup, Théo Sogbe et Aaron Grandidier, c'est des bons ailiers pour ça. Ouais, tu vois, c'est des bons ailiers. C'est peut-être les meilleurs avec Arfeuil. Ouais. Arfeuil, dans le groupe France, c'est Louis Bielbarré a fait des gros progrès là-dessus aussi. Mais du coup, c'est des mecs qui ont leur carte à jouer, disons, pour un avenir en équipe de France. C'est là où Damien Penaud est encore un peu peut-être en dessous de ces joueurs-là encore sur ce secteur-là. Ouais, c'est ça, même s'il fait des progrès, mais tu vois, par exemple, pour prendre le profil d'un Gaël Dréan, qui faisait des grosses saisons avec Toulon, lui en fait il répond pas à ça, tu vois. Il répond pas à ça, c'est pas tout dans son profil, et si on se dessine sur un projet de jeu un peu comme ça, il aura moins sa place. On enchaîne sur les tops. Moi j'ai un peu envie plus de parler de nos gros. Moi j'ai beaucoup aimé le match de nos 2 piliers gauche, Moses Allo-Emile et Jefferson Poirot. Moses Allo-Emile pour moi c'est une vraie réussite sur sa première mi-temps. Des bonnes tenues en mêlée, beaucoup d'activité dans le jeu, des ballons touchés, pas de ballons perdus. Je pense qu'il concède pas de pénalité, ce sera vérifié, mais pour moi il concède pas de pénalité. Pas dans le jeu. Oui, non, je pas crois dans le jeu, peut-être une sur mêlée fermée, mais je crois que c'est même un bras cassé. Je crois que c'est même un bras cassé. Je l'ai trouvé très sûr et je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé dominant dans les contacts. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était une bonne première, une très bonne première. Même. Une super première, franchement, une super première à gauche. Là, on l'a souvent dit sur le podcast.
on avait peur de pas avoir beaucoup de solutions pour la Coupe du Monde et que là, sur ce début de championnat des nations, on trouve des vraies réponses. Parce qu'il y a lui, mais il y a aussi Jefferson Poirot. Jefferson Poirot, il prend une pénalité quand il rentre sur une pénalité sur ligne de hors-jeu parce qu'il est peut-être un petit peu en avance à un moment donné quand il fait un borin. Mais quand il rentre, il a l'activité en troisième ligne. C'est un malade. Il bouge sur le terrain, il bouge. Il subit pas beaucoup. Hein. Il subit pas beaucoup. On met les fermés à un moment donné. On prend une pénalité sur lui parce qu'il pousse en travers. Ouais. Mais au moins, j'ai envie de te dire, c'est une pénalité sur mêlée où on a été dominant. On a gagné le duel de la poussée. On se fait pénaliser parce qu'on rentre, mais c'est pas un énorme problème de posture. C'est pas on s'effondre. Pour moi, c'est une pénalité qui est plutôt positive sur mêlée. Donc Moses Aloemil, Jeff Poirot. Pour moi, c'est validé. Et Jefferson Poirot, ça fait longtemps que j'en parlais. Je suis pas content parce que dernier podcast. Vous m'avez mis des pièces, mais moi je l'avais vu venir depuis très longtemps. Ouais, mais là on se retrouve dans une configuration à 4 gauchers pour 3 places pour la Coupe du Monde presque. Après, comme disait Fabien Galtier sur les conférences de presse, les mecs qui ont joué le tournoi destination l'ont gagné, ils n'ont pas perdu leur place. Jean-Baptiste Segros, le but c'était de lui faire du frais. Le truc qui est bien, c'est que là on commence à avoir des numéros 2 potentiels solides entre Jefferson Poirot, entre Rodrigue Netti qui a fait du boulot. Et après, quel sera, on va dire, le 4e à développer entre les Erdosio, les Moses Aloemil. Tu vois, tous ces profils-là, j'en oublie forcément, mais qui du coup font le boulot. Mais bon, ça va être un chantier à gauche quand même. Hein. Mais c'est bien. Oui, c'est bien, c'est sûr. C'est bien, parce qu'on en reviendra quand on parlera des flops, mais à droite, c'est pas la même limonade. Top suivant, j'enchaîne. Lenny Nushi. Ouais. On parlait la semaine dernière qu'on s'était fait dominer par les avants des Blacks. Là, on a vu un troisième ligne qui était au four et au moulin, défensivement, offensivement. Il fait 17 courses ballon en main. Il a généré de l'avancée à fond. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. Ouais, il y a débat, mais ouais. Il a généré de l'avancée. Il était dur défensivement. Faut quand même se dire qu'il était face à une troisième ligne de très haut niveau. Enfin, bon, t'es jamais en duel direct, mais il a rendu l'appareil à des Fraser McWright, des Rob Valentini et Harry Wilson. C'est quand même une grosse troisième ligne. Et là, nous, on avait notre troisième ligne des U20 2023 qui était reconstituée avec Jegu, Gazzotti et Nushi. Là, on parle de Nushi, mais les trois ont fait un grand match. Gazzotti qui a été omniprésent aussi. Hein. Il finit à 20 plaquages. 20 plaquages, 20 plaquages. Mais c'est bien parce que tu sais, on en avait parlé quand on avait fait notre preview Coupe du Monde, qu'on avait fait la liste. Nous, en France, on n'utilise pas le 8 comme un gros porteur. Ouais. On l'utilise comme un troisième ligne, en gros. On se base... plus, parce qu'avec Aldric, c'était un peu le cas quand même. À un moment donné, c'était un oui, mais on en est vite revenu à les utiliser beaucoup plus sur le fait de défendre. On utilise beaucoup plus notre talonneur, notre 5 en termes de gros porteurs, tu vois, et notre 3 quand le profil le permet. Et du coup, Marco Gazzotti, dans ce qu'on demande au 8 en équipe de France, il répond pleinement. Quoi. Ouais, franchement, moi j'y croyais pas. Je croyais pas qu'il pouvait s'élever au niveau international. Mais tu vois, en fait, Marco Gazzotti, c'est un joueur. Tu sais, c'est ce genre de joueur, plus tu le mets dans un contexte difficile, plus il est bon. Tu vois, moi j'ai pas souvenir de niveau, ouais. Enfin, j'ai pas souvenir de Marco Gazzotti qui est lancé dans des phases finales top 14 ou même dans des finales de Champions Cup où on se dit pas putain il fait un grand match. Ouais, carrément. Tu vois, plus tu le mets dans un contexte difficile, plus le mec il est bon. Ouais, il répond toujours présent. C'est sûr. Je pense que dans sa performance, il est. Moi, tu vois, par exemple, j'ai hâte de le voir passer au révélateur d'un match contre l'Afrique du Sud. Ouais, dans du combat pur et dur en plus. Pur et dur, c'est un petit peu son fond de commerce. Ouais. Est-ce que tu vois, physiquement, il va réussir à s'élever aux standards internationaux et du coup à se dire, ok, c'est bon, on peut avoir notre solution en 8 pour la Coupe du Monde, tu vois, parce qu'on la cherche. Quid de ça, tu vois. En tout cas, lui, il marque des points, au même titre que Lenny Nushi, les deux, c'est des vrais tops. Ouais. Oscar Jegu, il se fait mal à l'épaule, on espère que c'est pas trop grave. Mais voilà. On pourrait parler de tous les gros, parce que même Florent Verhaeghe fait un gros match. Ouais. Hein. On va reparler de Florent Verhaeghe. Moi, je vais en reparler. Du coup, j'enchaîne comme je l'ai dit sur mon dernier flop, je pense, parce que sinon on va finir par faire dernier top. Sinon on va finir par faire toute l'équipe de France. Mais non, mais Verhaeghe, je trouve que, on en a beaucoup parlé parce qu'il fait une saison juste incroyable, quoi. Ouais. Mais là, qui a encore validé certaines choses aujourd'hui.
notamment peut-être des questions dans cet aspect de dualité où voilà, on pouvait peut-être se poser 2-3 questions. Bah, aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait être dominant au niveau international avec une intensité élevé, on l'a vu faire des courses, des efforts de fou, notamment sur la séquence, je crois, de 3 minutes. La grosse séquence longue où en fait, il y a Swiley qui trouve un no-flow d'intérieur sur Tom Wright. Mais bon, Swiley, s'il franchit lui, peut-être que ça génère un essai. Ouais. Et là, ça génère pas l'essai parce qu'il perd un relais et c'est Flo Verrac qui revient sur Swiley. Il traverse tout le terrain. Il fait un effort de fou. Donc, soit, je crois que. Parce que du coup, Radou, il rentre à 72e, je crois. Ouais, 71, après la 70e, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est bien que tu parles de Radou, c'est que Hugo Radou, il est souvent sélectionné dans le projet équipe de France. On a encore du mal à citer son match référence avec les Bleus, mais on sait qu'il est un peu sélectionné pour cet aspect de la touche, notamment le fait d'être très cérébral là-dedans, tout ça. Il avait un vrai test contre les Blacks à se dire bon bah ok, je suis capitaine de touche sur ce match, je dois gérer un peu ma conquête machin et tout. Ça a été moyennement validé. Ouais, carrément. Et là, Flo Verrac, est-ce que c'était lui qui était annonceur ? Oui, c'était lui qui était annonceur première mi-temps. Bah, en fait, il avait le même test et c'est mieux. Ouais, mais surtout c'est mieux parce qu'en fait, en touche, peut-être que. Alors après, il faudrait vraiment rentrer dans le détail de ce qui se fait aux entraînements, de faire de l'analyse vidéo vraiment profonde. Mais en fait, dans le jeu, tu le vois un peu plus. C'est un meilleur défenseur, il génère un peu plus d'avancées. C'est mieux. Ouais, puis en touche, les Australiens ont quand même cherché à nous contester en l'air. Ils ont répondu présent, mais on a quand même une autre touche malgré tout. Ouais, on a eu nos ballons, donc ouais, test. C'était peut-être pas forcément les bonnes zones choisies, mais ils sont bien sortis parce que je pense qu'au niveau timing, ils étaient bons, au niveau lancer, ils étaient bons, au niveau hauteur, ils étaient bons. Mais moi, je m'inquiéterais à la place de Radou pour ma place dans les squads parce que en fait, le truc, c'est que vraiment, Radou, il était pris par rapport à son profil. C'est qu'on n'avait pas d'autre deuxième ligne vraiment dans son profil. Bah maintenant si. Bah du coup Verrac il est un peu dans ce profil et il fait des choses mieux quoi. Ouais. Il fait des choses mieux. Parce que moi j'avais souligné notamment sur pas mal de vidéos la bonne saison de Radou parce que je pensais pas qu'ils allaient faire vraiment de grands chamboulements dans ce squad d'équipe de France, mais tu sens qu'ils sont encore un peu dans l'émulation même à 1 an de la Coupe du Monde et Verrac vraiment il a sa grosse carte à jouer, un peu plus inquiétant pour des mecs comme j'en parle parce qu'il me vient dans la tête, mais comme Josh Brennan, tu vois, qui peuvent remplir ce rôle de 4 en équipe de France après Flamand, tu vois, il est un peu plus loin dans le profil, il se fait un peu griller la priorité, je pense. Après, la question c'est est-ce que ce championnat des nations là, il va jouer peut-être un peu plus sur le groupe plutôt que sur le 15 de départ. C'est comme des tournées d'été et on a eu beaucoup l'expérience, notamment, il y a des tournées d'été qui ont révélé des Anthony Gelon, des choses comme ça, même dans des tournées d'été qui étaient proches de la Coupe du Monde, ça a toujours révélé 1 ou 2 mecs. Là, il y a des mecs qui ont des places à prendre, notamment on a dit sur les postes de pilier, sur ce poste de 4, 8. sur le poste de 8, éventuellement même sur le poste de 13, tu vois. Oui. Et du coup, là, il y a des mecs qui marquent des points, mais fort, tu vois. Mais là où au début, on pensait un peu tous que le championnat des nations, il allait un peu servir à rien dans la constitution du groupe Coupe du Monde. Pour la future Coupe du Monde ou 6 nations. Je pense que là-dessus, on s'était un peu trompé quand même. Enfin, moi, je pense qu'on s'est pas trompé. On verra la prochaine liste du 6 nations parce qu'à mon avis, à mon avis, tu vois, Galtier, il est son groupe aux 6 nations, il a gagné, tu vois. Donc je suis pas sûr qu'ils se disent c'est ce qu'il a j'ai dit, des grands chamboulements à faire. Par contre, il y aura des petits ajustements à voir qui. Mais peut-être du coup que Verrac en sera un. Bah peut-être. Tu vois, vu qu'on le cite dans les tops, pour moi peut-être qu'il en sera un. Mais tu vois, ça se joue à pas grand-chose en vrai, c'est fou parce que par exemple Poirot que tu parles beaucoup, potentiellement Bordeaux se qualifie, ils vont loin. Est-ce que Galtier l'appelle ? Si, je pense que oui. Je pense que oui parce que tu vois à gauche, il y a vraiment une réelle carence à traiter. Lui, je pense qu'il n'y aurait pas eu débat. Mais par contre, pour d'autres joueurs, c'est... Ouais, tu vois, les Palois qui sortent tôt, qui arrivent à gagner du temps de jeu dans les championnats des nations, ça, par contre, pour eux, à mon avis, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Un Broboiry qui serait allé plus loin, est-ce qu'il aurait joué la Nouvelle-Zélande ? Bah, du coup, non. Imagine, pour en finale, il joue pas la Nouvelle-Zélande. Tu vois, du coup, ça aurait été différent, sa trajectoire. Ouais, c'est sûr. On passe au flop ? On passe au flop.
Tu veux démarrer? Je démarre? Bon, je vais y aller, parce que c'est mon joueur favori. Ah putain, un joueur que j'ai beaucoup défendu, que je trouve intéressant, mais là, malheureusement, je crois qu'à un moment, on peut plus le défendre. Mais Bamba... Bah si, il faut le défendre, mais Bamba, c'est un gros flop du match, quoi. Bah, c'est un gros flop du match, ouais. Comme contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, moi je l'ai encore contre la Nouvelle-Zélande. Oui, on est obligé de dire que c'est un flop parce que quand tu prends 4 pénalités sur un match. Ouais, puis là, il faudra faire le compte de ses pénalités, mais je pense qu'il en prend encore 4 en première mi-temps. Ouais, puis contre la Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé que ballon en main, il apportait quand même quelque chose. Là, il a pas touché beaucoup de ballons. Début du match, c'était pas si mal. En fait, le truc, c'est que il faut qu'on soit derrière lui à fond parce que c'est un pied droit qui se blesse pas, qui amène de l'activité dans le jeu. Et on a vu que par rapport à notre 8 qui porte peu de ballons, on a besoin d'un 3 qui amène un petit peu d'activité dans le jeu. C'est un mec qui bouge, il se déplace, il essaie de défendre et tout, mais à un moment donné, cette carence sur mêlée fermée, c'est trop important. Ouais, c'est trop important. Tu l'as dit, il se déplace, je suis d'accord, mais il y a 2-3 fois où il jette sur des types, si ça revient un T, c'est défensivement, il y a eu 2-3 passes dans le dos, tu sentais qu'il avait pas envie de faire l'effort de passer à travers la cellule et il se fixait sur le mec qui venait de faire la passe. C'est un mauvais match. Mais je pense qu'ils vont renouer leur confiance parce que en fait, on a tellement personne à droite que il faut qu'ils prennent de l'expérience et que ça devienne un profil solide. Mais par contre, le problème, c'est que cette carence en mêlée fermée, bah la première mi-temps, à chaque fois qu'il y avait une mêlée, on savait que c'était... Même, tu vois, la France a eu une mini-stratégie où tu vois, à l'impact, au premier impact, elle recule un petit peu, elle s'est pris 2 bras cassés parce que je pense que c'était une stratégie identifiée de se dire, bon, bah... Tu vois, on essaye de glaner un bras cassé sur les trucs comme ça. Ils ont essayé d'être malins, mais quand tu commences à essayer d'être malin truqueur, ça veut dire que t'as un de tes piliers qui est pas sûr. Et c'est Demba. Mais c'est dommage, parce que voilà. Bah, il a, mais physiquement, après... Flop du match. Il y en a pas beaucoup des flops. Hein. Tevita Tatafou, par contre, c'est cool de l'avoir revu jouer. Ouais, qui fait une bonne rentrée. Bah, il se prend pas de pénalité, il trouve une bonne course sur une cellule avec un offload. Pas de pénalité. Je vais te dire un truc, à droite, on a tellement de personnes que juste un mec qui rentre, qui prend pas de pénalité, même s'il n'a pas été souvent en mêlée fermée, il manquait un peu de rythme. Disons que 25 minutes, c'était le max qu'il avait dans les pattes. Mais je pense que les deux là, ils vont repartir comme ça contre le Japon. Ils vont remettre les deux, je pense. Non, il est rentré tôt, hein, au final, Tatafou, en fait. 55e. Ouais. 55e. Ah ouais, il rentrera peut-être un peu plus tôt encore. Je sais pas. Possible. Je sais pas. Mais est-ce qu'on ne reverra pas Montagne face au Japon? C'est à voir. Autre mini flop du match, c'est peut-être Fabien Bourboiry, qui a été un peu moins saignant. Un peu moins saignant que contre les All Blacks. Il fait un bon match, mais il relâche 2-3 plaquages. On l'a senti un peu moins souverain. Enfin, flop, c'est dur parce que, en fait, globalement, l'équipe de France, ils ont quand même tous fait un match vraiment correct. Hormis Struder, fin de première mi-temps, où là, toute l'équipe, on sent que collectivement, on a baissé en intensité. Fabien Bourboiry, mini flop. Après, il avait un gros duel à gérer face à Joseph Suali et Eleni Kitao. Mais ça a relâché 2-3 plaquages. Il était mieux en fin de match, néanmoins. Oui, il a eu le trou d'air un peu en même temps que le 15 de France, hein, de la 20e à la 40e. Mais après, je pense que il a vu peut-être... ça lui a fait prendre de l'expérience, ça c'est sûr. Et c'est une bonne chose parce qu'il est jeune, quoi. Et puis, on a besoin d'un trade aussi. Hein, donc... Non, mais après, hormis ça, il n'y a pas eu vraiment de grosses... On n'a pas forcément ultra apprécié le match de Ntamak. Ah non, ça va. Moi, j'en ai un autre encore après. Ah bon? Ouais, c'est pas un flop, mais... on parle déjà de Ntamak ou pas? Ouais, Ntamak, vas-y. En fait, le truc, c'est que il faut la revoir, cette association 10 Ntamak Jalibert en 15, parce qu'elle a été prémisse de choses plutôt intéressantes, parce qu'on a vu que même le fait de mettre Mathieu en 15, ça n'a pas affecté réellement son influence sur le jeu offensif de l'équipe de France. Par contre, on n'a pas trouvé un Ntamak ultra en rythme, ultra inspiré. Défensivement, c'est pas non plus son match référence. C'est bien, mais en fait, de Romain Ntamak, on en attend plus. Est-ce que, tu vois, l'équipe de France, est-ce que ça influe pas un petit peu sur sa capacité à créer, à générer des choses? Peut-être que dans des matchs plus stratégiques, plus fermés, avoir Ntamak en 10, c'est important. Là, d'un match plus ouvert, où on aurait dû imposer un tempo plus haut face à l'Australie, c'était peut-être pas forcément... moi je trouve que c'est Jalibert qui a un peu fait vivre cette association, quoi. Au final, en tout cas offensivement, je pense que Ntamak il a pas trop apporté.
Après, comme tu as dit, défensivement, ça reste Ntama qui, moi, je le trouvais propre quand même. Il est propre. Non, mais il est propre. Hein. Et puis bon, faut pas oublier, il fait quand même cette action où il marque, où il se le fait un peu tout seul quand même. Oui. Bah après, c'est un temps bien annoncé. On fait 2 temps dans le sens, il y a un retour avec un 10. Il y a un 3-2 un peu avec. En fait, il a un duel à jouer sur James Slipper, qui est un pied gauche de 37 ans, tu vois. Oui, il le fait quand même. Mais on sent qu'il a peut-être moins d'impact quand même dans le jeu français. Est-ce que c'est parce que on se repose aussi peut-être un peu plus sur Jalibert, en fait, c'est comment on arrive à la meilleure équipe de France possible. Et là, tu vois, aujourd'hui, le fait de l'avoir remis en 10, pour moi, ça a pas. On n'a pas été meilleur qu'une association qu'on peut revoir plus tard de Jalibert en 10 et Ramos en 15. Mais par contre, c'est bien qu'ils prennent du temps de jeu. C'est vraiment bien parce que tu vois, par exemple, si on joue dans un match plus cadenassé où on est amené peut-être à plus défendre, ce sera intéressant. De l'avoir sur une fin de match ou des choses comme ça. Mais moi j'aimerais bien que tu vois, si on revoit cette saison face au Japon, et ce qui sera le cas à mon avis, qu'on revoie le fait qu'il bute en équipe de France. Parce qu'avec un potentiel retour de Dupont sur la tournée de novembre ou les 6 nations, on aura plus de 9 qui butent. Tu vois, donc il faudra répartir le tir au but différemment, donc soit Ramos, soit Ntamak. Jalibert, tu vois, il a plus trop ce rôle à Bordeaux ou quoi, donc à mon avis, il faut le remettre un petit peu sur Ntamak sur le match du Japon. Je sais pas si c'est dans les plans ou pas. Ouais. Alors, moi, mon dernier, c'est pas un flop, c'est un peu une déception, une mini-déception, mais j'ai trouvé le match de Movaca assez discret malgré tout. Ah ouais ? Ouais, je sais pas. On l'a pas survu comme on a pu le voir sur les phases finales avec Toulouse, je trouve. Et j'ai trouvé la comparaison avec Lamotte qui fait une rentrée en termes d'activité, en tout cas défensive, tu vois, plutôt. Je veux dire, j'ai vu Lamotte, Movaca un peu moins, quoi. En termes d'activité, je parle. D'accord. Après, ça reste Movaca. Mais tu vois, j'en attendais un peu plus en fait. Moi, je trouve que c'est un mec d'influence. Ouais, mais sûrement. Tu vois, quand il était sur le terrain au début du match, tu sentais qu'il y avait une énergie collective qui était meilleure parce que c'est un taulier. Donc même si lui on l'a moins vu, je trouve que c'est important que ces mecs-là. Ah non, mais je dis pas le contraire, mais tu vois, j'en attendais un peu plus par rapport à ce qu'il a su proposer. Sur les phases finales avec Toulouse. Ouais, où il était en termes d'activité, c'était. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça reste. Faudrait faire un focus plus centré, mais on attend. Aussi, oui. De toute façon, on va le revoir contre le Japon. Oui. Et voilà, moi je suis moyennement d'accord. En fait, je trouve que sa présence rassure. Ouais, mais c'est pas parce que sa présence rassure qu'il doit juste être présent, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu vois aussi, il y avait des. Dans le jeu, peut-être qu'on l'a moins vu, mais en touche, on a été un peu contesté par les Australiens dans des bonnes zones au début du match. Ça, c'est vrai. Les lancers, ils étaient bons, sinon on n'aurait pas verrouillé nos ballons. Donc sur cet aspect pure conquête, ça a été plutôt pas mal. Après la mêlée c'est autre chose, mais c'est un effort plus collectif, quoi. Mais je suis moyennement d'accord. Mais c'est bien des fois quand on tombe pas d'accord. Ouais. On passe à la dernière rubrique, l'avant-dernière. Je l'avais pas préparé celle-là. Moi t'inquiète, je l'ai préparé. Oui, je sais. La rubrique c'est le ça m'a rendu fou. Et moi le ça m'a rendu fou, c'est TF1. TF1, vous êtes nuls. Nul à chier. Heureusement qu'on a vu Isa à la fin du match. Non, même pas. Mais non, parce qu'ils nous l'ont enlevé de Canal. Franchement. Oui. Et elle faisait vivre les jours de rugby, les choses comme ça, les Canal Rugby Club. TF1, vous êtes nuls à chier. Vous faites du mal au rugby français. Rendez, s'il vous plaît, les droits à des France Télé ou même à des chaînes payantes parce que c'est nul. Les avant-matchs, c'est nul. Pendant le match, c'est catastrophique. Il y a eu des changements pas annoncés. Si, 10 minutes après, Pierrot. Ouais, 10 minutes après, Tixeron pour Jégou. Oui, merci. Ça fait 7 minutes qu'il est sorti. Le changement de Tatafou, il n'a pas été annoncé. Le carton jaune de Tom Wright qui amène sur la grosse séquence positive de l'équipe de France. Pas annoncé. Pas annoncé. On ne savait même pas s'il y a eu un petit encart, mais au début, le carton jaune au-dessus, il apparaissait, et après il disparaissait. Il n'y avait même pas le temps à côté du carton, machin et tout. On ne savait pas que Tom Wright n'était plus sur le terrain. Pas annoncé par les commentateurs. Par contre, pour annoncer les jeux concours 18 fois dans le match, ça, il y a du monde. Nul. Ouais, aussi des focus sur une faute de Poirot où il filme Radou. Des fautes sur mêlée où il filme Bamba et c'est même pas lui. Et du coup, à un moment donné, non, mais c'est vrai que pour de vrai, pour la compréhension et le suivi du match. Je vais te dire un truc. Heureusement
qu'on connaît un peu le rugby et que du coup on arrive à voir qu'ils font des erreurs. Oui. Parce que quelqu'un qui est plus néophyte et puis qui regarde le rugby d'un œil de découverte, et ben il comprend rien, tu vois. Et c'est à cause de vous, vous êtes nuls à chier. Non mais vous êtes nuls à chier. Tu vois, ça arrive la mi-temps, boum, allez, pause direct, machin et tout, ça reprend. Enfin, c'est nul, c'est nul. Tu vois, France Télé avec Mathieu Lartaud, Dimitri Ejvis, ça te fait vivre le truc, ça te fait vivre les avant-matchs. Là, les compositions d'équipe, elles sont annoncées à l'arrache. Il n'y a même pas de focus sur les joueurs australiens. Ça parle même pas. Ça parle vite fait que le numéro 10 australien, c'est son début, mais il n'y a pas réellement de focus, alors que c'est une donnée importante du match. Parce que nous, on n'a pas parlé dans les flops, mais il a été catastrophique. Enfin, vous êtes nuls. Donc, rendez. C'est vraiment dommage que vous couvrez la Coupe du Monde parce que c'est nul. Et moi, je pense que la prochaine fois que je regarde un match de l'équipe de France, je coupe les commentaires et je mets un live Twitch à côté. C'est ce que tu m'as dit. Parce que. Mais même, il n'y a même pas de relevé de stats pendant le match. Il n'y a rien. C'est nul à chier. Non, c'était pas la folie, je suis d'accord. Non, mais pas annoncer un carton jaune. Ne pas annoncer un carton jaune. Ne pas annoncer les changements de l'équipe de France. Enfin, voilà, vous êtes nuls. Vous êtes nuls, vous valez rien. Ouais, j'ai un truc qui m'a rendu fou aussi. Ah, ça m'a pas rendu fou, mais. C'est quoi? C'est ce mot là à 12 de l'équipe de France. Oh, sérieux, putain, j'ai l'impression de revenir. C'est quoi, fin de première? Ah, bah c'est juste avant la mi-temps. En plus, on fait écran, mais. Franchement, pour la stature de l'équipe de France, c'est. Bah non, mais c'est un peu grave parce que. T'es à 21-12 avant la mi-temps, t'as besoin de ces points, tu fais un choix réel après cette... Tu sais, on en avait parlé parce qu'elle arrive, ce choix de la pénale touche, ça arrive après cette grosse séquence qui dure plus de 3 minutes. Oui, tout le monde est oxy. Où on est oxy, ça traverse le terrain à droite, toi, à gauche. T'aurais pris les 3 points d'ailleurs. J'aurais pris les 3 points. Ouais. Parce qu'en fait, je te disais, là, va falloir assumer une conquête avec une perte de lucidité énorme. Tu vois, les joueurs de l'équipe de France font le choix d'aller en touche. Bah, est-ce que c'est un manque de lucidité? Le môle, il est pas très bien construit, il est désaxé un peu vite. Il y a vraiment écran. Oui, il y a vraiment écran. Il y a vraiment écran, donc il y a la faute. Moi, j'aurais pris 3 points. Ouais, enfin, moi, je suis d'accord, mais après, quand tu parles de lucidité, les Australiens, ils étaient autant oxy que les Français. Ouais. Mais tu vois, comment dire, défendre un ballon porté à 5 mètres te demande pas une énorme lucidité, mais plus une grosse combativité. Nous, ça demande quand même le fait d'avoir de la combativité, plus de la lucidité pour bien réussir les bons enclenchements, tout ça. Là, le mot, il est désaxé très vite. Mais je suis bien content que ça ait pas marché, ce mot-là, 12 ans, de toute façon. Ouais, c'est un choix, choix bizarre. Disons que choix qui aurait pu coûter des points, parce que si on ressort pas bien des vestiaires avec ses intentions, ne pas prendre des points juste avant la pause comme ça fait mal. Et le choix de la pénale touche, on le prend à la 39e et 39 secondes. Donc si on prend les points, après c'est la mi-temps, on tourne à 21-15. Pour moi, c'était un choix plus... Voilà. Enfin... Et derrière, l'Australie qui mettent pas fin là à cette première mi-temps. En plus. Ah oui, qui décide de jouer un ballon. J'ai pas compris ça aussi. Ouais, pas compris. Sur 2 temps. Ouais. Là, ils se sont dit, ils se sont dit, on est dans le rugby total. Ils étaient peut-être oxy d'ailleurs. Donc c'est toi, ça m'a rendu fou. Oui, ça m'a rendu fou. Ce mot-là 12, il m'a rendu fou, parce qu'on devrait plus voir ça sur un terrain de rugby. Si, mais ça peut marcher. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, normalement. Ouais, ça marche tout le temps, mais pas forcément de le désaxer, je sais pas. Enfin, c'était un peu bizarre comme choix stratégique. On va clôturer cet épisode doucement et on avait envie de mettre en place une dernière séquence. C'était le courrier du vestiaire. Pour faire vivre un petit peu le podcast, les copains, laissez-nous une petite question, posez-nous une petite question, on y répondra au prochain épisode. Le choix de la question, c'est libre. Ouais. C'est-à-dire que si vous voulez ne même pas nous parler de rugby, nous parler d'autres choses, on y répondra, même si c'est une connerie, même si c'est une coquille. On fera l'effort d'y répondre. Donc voilà, si vous voulez continuer à mettre des pièces à Cavoret, nous demander un petit peu les insights du podcast, de qu'est-ce qui se passe avant qu'on tourne, vous verrez qu'un jour on vous fera un bêtisier, ce sera assez marrant. Il faudrait. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est le courrier des vestiaires, mettez-nous et on répondra à une ou deux questions selon un petit peu le nombre de questions qui a été posé. Pensez aussi à vous abonner si c'est pas encore fait, à nous laisser des petits likes sur Insta, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Laissez-nous des commentaires, ça nous aide à avancer, à vous générer des émissions de qualité. Est-ce que tu as un petit truc à dire, Max, avant qu'on... Non, juste on a passé une bonne émission sans Caveau, je pense. Ouais, bah après, moi, il me manque.
Je vais te dire, là, son siège. Là, je suis dans son fauteuil, je suis hyper bien installé, mais c'est pas pour moi parce que là, je pense qu'on va couper l'émission, je vais partir faire une sieste. Et puis il fait chaud dans ce fauteuil, c'est un enfer. Mais tu vois, lui, ça doit se voir un petit peu des fois sur l'écran que son crâne doit devenir luisant, ouais, ça doit briller un petit peu en fin d'émission. On pourrait faire un zoom. Voilà. Allez, l'équipe, on a fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur ce débrief de France-Australie. On se retrouve assez vite pour d'autres émissions. D'ici là, prenez soin de vous et ciao les gars. Ciao l'équipe.